dialogue interreligieux, ce questionnement éternel qui nous habite entre notre africanité, notre appartenance à toute forme de religion, soit le christianisme ou l'islam, et que cette tension, quelque part, intellectuelle que nous visons, entre ces deux appartenances, l'appartenance à cette africanité que nous revendiquons, mais aussi à ces religions qui sont des religions comme le christianisme ou l'islam. Quelles sont les grilles de lecture possibles pour justement les croiser? Comment pourrait-on tirer profit des religions, mais aussi d'autres cultures? Et comment surtout, moi c'est ma grande interrogation, au moment où le monde musulman, en tant que tel que je connais mieux, est dans une profonde crise, comment les Africains pourront quitter cette posture de consommateurs d'idéologie pour être des personnes qui proposent aujourd'hui des alternatives? Et quand on dit ça, nous sommes en plein dans l'objectif initial de cette université de Saint-Clair. Je vais d'abord donc vous présenter M. Niasse et lui laisser la parole. Vous le connaissez tous à travers les médias. C'est un homme politique sénégalais. Je le définis comme ça en premier. Parce que ça n'a rien de contradictoire avec ce qu'il est dans son identité habituelle. Un homme d'affaires et chef religieux. C'est ça qui m'intéresse dans sa personne. Donc, homme politique, homme d'affaires et chef religieux, qui est issu de la famille. Vous avez vu, j'ai déjà commencé par dire ce qu'il est lui-même avant de parler de sa famille. Il le sait mieux que moi. Kun ibn Manchita, Waktasi Adaban, Yurnika Magmono Ali Nasabi. Sois le fils de qui tu veux, mais va chercher la science, va chercher l'art, la technique. Tu n'auras plus besoin de dire que tel est mon père. Donc il est né en 1946, si je me trompe, le 25 décembre, à Kaolack. Son père, c'est Serigne Mohamed Aminata Niasse, connu sous le nom de Mohamed Khalifa Niasse. Mohamed Khalifa Niasse, comme on le connaît nous dans ses ouvrages, comme le Diouf Toulaï, Fimoul Hifat al-Potaï, il a venu Maya, un ouvrage que j'ai découvert lors de mes recherches au Maroc, dans la maison du Moukadam Soukaïch. Donc, je l'appelle très souvent un homme de synthèse. Il fait partie de cette Afrique qu'on appelle l'Afrique subsaharienne, l'Afrique noire, mais aussi il nous lie à ce Maghreb qui est tout proche, descendant de cette lignée des Idawali. Les Idawali, on les connaît très bien dans la pénétration de la Tidjania en Afrique de l'Ouest et surtout leur rôle à travers la Mauritanie. Il a occupé donc plusieurs fonctions au gouvernement du Sénégal, dont jusqu'à récemment, il a été le ministre chargé de la construction d'une nouvelle capitale sous Abdoulaye Wade, capitale à laquelle il tenait beaucoup. Il est par ailleurs, et par des moyens qualificatifs, le président et fondateur du Front des Alliances Patriotiques. Donc l'homme politique que j'ai connu, moi, à travers ma lecture de Moriba Magosouba, qui avait écrit un livre sur l'islam au Sénégal, Le Demeure des Mollahs. Moriba Magosouba lui donnait le surnom, je vais oser le dire devant lui, de Ayatollah de Kaolack. Donc il fait partie de ses premiers pas en politique sous la présidence de Senghor. Et sa première manifestation, quand j'ai revisité un peu les archives, c'était lorsque Senghor, il avait donné le défi de dire à Senghor que je vais vous attendre à l'entrée de la ville de Kaolack avec une foule que vous n'avez jamais vue. Et c'était un défi politique pour lui de mobilisation. Et on sait après aussi ses problèmes avec Senghor, ses problèmes avec les régimes successifs, où quand il fallait dire des choses, il le disait, mais aussi quelques épisodes de sa vie politique qui nous interrogent en tant qu'universitaire et sur lesquels certainement il reviendra au cours de son exposé. Il fut par la suite à l'origine, ça beaucoup ne le savent pas, avec Cheikh Mbacké Gaïndé Fatma et lui-même à l'origine de la création du PDS, qui est dirigé par Abdoulaye Wade. Son parcours politique sera pour le moins contradictoire. C'est ce qu'on peut dire, avec ce nombre de changements, ces prises de position, et ce qui fait l'intérêt de la personne. Et certainement, il va excuser notre différence de temps étant à l'université, mais il en a l'habitude. Toutefois, sa vision politique, sa capacité à mobiliser l'attention des médias, c'est ça qui est frappant. À mobiliser autant les médias, mais à partir d'une science, d'habitude quand on dit Serigne, on va dire, bon, il est marabout de tel truc, mais après on l'entend, il va parler du clonage, il va parler de Kadhafi, en plein débat de Wade dans ses relations avec la maçonnerie, il a fait un article, je me souviens, sur
sur ça. Donc c'est ça qui est un petit peu surprenant, si on dit, et qui, nous, en tant qu'universitaires et chercheurs, que nous sommes tous, qui nous interroge. Et je vais finir par l'autre aspect, qui est l'aspect, c'est un homme d'affaires, on le dit milliardaire, à la tête d'un holding, AKM Holding, et comment maintenant il arrive à conjuguer tout cela, à être un conseiller des présidents, à être ouvert avec sa zawiya qui est au sous-sol de sa maison à l'hiver de Khatatou Djouma, et avoir le temps d'écrire et de nous interroger et de nous taquiner très souvent. J'ai dit qu'il nous taquine par ses articles, par ses nombreux sorties. C'est tout cela, pour toutes ces raisons, y compris l'intuition que vous avez eue et l'idée géniale que vous avez invité, que nous allons l'écouter sur d'abord présenter son œuvre en replaçant le contexte de son intervention d'aujourd'hui sur le bâtiment linguistique. Nous allons l'écouter et après nous passerons à vos questions qui seront certainement nombreuses et il sera, c'est tout ravi de pouvoir échanger avec vous et vous avez la parole et encore merci d'être venu. Merci. Je vous remercie beaucoup. Et à travers vous, mon frère et ami, cher Sam, votre illustre père, qui vous a si bien éduqué et qui vous a donné le savoir avant le savoir. Lui qui, dans la mission religieuse, s'est placé au niveau d'Ipsum, de la spolmadiation, il spalmodie, c'est le rôle des tout premiers prophètes, c'est d'ailleurs le sens du Coran, le spalmodier, le livre 100 ans, parce que d'ailleurs, c'est l'une des choses auxquelles les fondateurs confrériques et sous-confrériques au Sénégal ont fait face, parce qu'ils devaient apporter des sciences cosmiques à des apparemment ignorants, en tout cas à des analphabètes. Alors le niveau élevé de la science qu'ils devaient dispenser par rapport au niveau de base de ce à qui cet enseignement doit être dispensé constitue en lui-même un défi insurmontable. Et justement, ils sont passés par le chant. Ils sont passés par le chant parce qu'ils choisissaient des personnes qui ont une belle voix, comme c'était d'ailleurs le cas de David, de beaucoup d'autres. Le prophète David, du prophète Mohammed, tous les grands prophètes, ils ont des voix captivantes, même hypnotisantes. Vous savez que la première fonction de l'hypnotisme, c'est la suggestion par la voix. Et donc par cette voix, ils pouvaient communiquer tout un paquet de connaissances. Parce que la belle voix, et souvent la belle personne bien habillée, donc cette beauté avait une continuation intellectuelle. Alors l'amour du beau, c'est ça le primum de la religion. D'ailleurs, les grands philosophes musulmans disent que Dieu n'a que deux noms qui le reflètent, le Jamal ou le Jalal. Donc la beauté et la majesté. Et que tout ce qui est beau, tout ce qui est souhaitable dans celui ou dans l'au-delà sont des sous-produits du Jamal. Le paradis, la santé, la richesse, le savoir, tout ça. Et évidemment, nous connaissons leur contraire. Pour rentrer dans le vif du sujet, le livre est là pour aider ceux qui le voudront bien. Parce qu'en le faisant, j'ai simplement voulu restituer quelque chose qui semblait à des pirogues qui sombraient dans l'océan et qui n'allaient plus être retrouvées. Donc de photographier leur dernier moment de pirogues alors qu'ils sont encore en surface. C'est-à-dire le Wolof, en tant que langue. Donc le Wolof a reçu des apports linguistiques de plusieurs langues. J'ai dit que historiquement, c'est simplement un cousin de Soundiata Keita qui s'appelait Jolof Mbeng qui a vu son cousin lui offrir tout ce qui est à l'ouest du Bafoullabé. Le Bafoullabé, c'est le confluent des deux fleuves Niger
et Sénégal. Le fleuve Niger va vers l'est pour avoir son embouchure au Cameroun, à travers le Niger et le Nigeria. Et le fleuve Sénégal, lui, passe pour constituer plus tard une frontière entre nous et la Mauritanie. En réalité, les géologues disent qu'il devait être le parallèle du Nil et aller vers, donc se déverser en Méditerranée. Mais que donc le gravitationnel a affronté donc des hauteurs, des problèmes altimétriques qui ont fait qu'il bifurque à gauche pour, en fin de compte, verser là où on le voit, ici à Saint-Louis. Saint-Louis même, elle-même était notre frontière avec le Maroc historique. Et ça pose un problème. Lorsque les gens voient que les Mauritaniens et les Marocains, chacun se déclare être le berceau des Almoravides. Nous pas. Pourtant, ils sont partis de Saint-Louis, de la zone de Gokhombagne. Ça, c'est attesté historiquement. Pourquoi? Parce que les Français qui nous ont imposé l'histoire du conquérant, donc qui s'impose toujours aux conquis, n'ont pas voulu qu'on ait une histoire et qu'on ait déjà eu une civilisation, parce que ça poserait des problèmes intellectuellement. Eux qui nous contestaient même le fait d'avoir une âme. C'était pour pouvoir nous prendre en esclaves et nous vendre. Alors, ils sont sans âme. Ils n'ont pas d'âme, les nègres, les Africains, les Noirs. Et c'est pourquoi on n'a pas voulu nous dire, écoutez, les Almoravides, c'est vous. Et pourtant, plus tard, le Cid, on connaît le Cid. Le Cid, c'était un Lamtoro. Il faudra revisiter pour voir le caïd. Tous ces gens-là, les contes que vous voyez, ils reflètent des gens qui sont partis d'ici. Parce qu'ils sont partis d'ici, ils ont conquis Koumbi Saleh, ils sont allés à Aoudaroche, et ce sont des Sénégalais qui ont fondé la ville de Marrakech, qui a donné au Maroc son nom. Ça, il ne faut pas l'oublier. C'est attesté historiquement, parce que Youssouf Noutachine, c'est le cousin germain d'Aboubacar ibn Omar, qui est l'ancêtre des Ammar ici, et tous ceux qui sont Ammar comme patronyme. On connaît l'histoire, donc nous avons bel et bien une histoire. C'est pourquoi nous sommes imbriqués avec l'Afrique du Nord, notamment le Maroc. Bon, donc ce Djolof Mbeng, il arrive, c'est un Manding qui parle le Bambara. Donc le Wolof primordial, c'est le Bambara. Il est venu avec des fantassins, montés sur des chevaux. Nous savons que les chevaux nouveaux de cette zone-là du Soudan, qu'on appelait le Soudan occidental, ils ont suivi les contours du fleuve et arrivé au niveau du Ourossogui actuel ou de Matam. Ils sont allés vers le sud, loin du fleuve, parce qu'il y a le phénomène du fondé. C'est-à-dire, ce sont les sables mouvants sur les rives du fleuve, qu'on appelle au Saloum le rip. Quoi. Le fondé d'ailleurs a donné son nom fondé en Wolof. Donc les sables étaient fondés. Comme la ville de Wohore fondée, la tête du fondé, c'est que là où c'est sec et c'est assez élevé. La tête du fondé, Hore, c'est le... S'il y a quelqu'un qui parle Peul, il doit me confirmer. Le Hore. Donc, à partir de ce moment-là, ils sont allés vers le sud, un peu plus au sud que Ourossogui. Et donc, ce royaume qu'ils ont fondé était devenu le royaume, tous les royaumes du monde portent le nom de leur fondateur. Donc, c'était devenu le royaume de Djolof ou du Djolof. Donc, nous avons une langue manding stable, connue, qu'on appelle aussi ici le Socé. Si vous allez aujourd'hui dans le Djolof ou dans ces suzerainetés que sont le Kayor et le Baol, les personnes censées fondatrices de ces zones-là ont tous des patronymes mandingues. Silla, Touré, Diakhaté, qui est Diakité. Et il y en a beaucoup, Khoulé, il y en a beaucoup. Et d'ailleurs, dans le Wolof, le mot Socé, c'est aussi Sos, l'origine. C'est aussi Tchos, Tchosega, Tchosan là. Le Tchosan est relié à nos origines mandingues. Sosna ak Sos, Tchosna ak Tchos. Ñibbi na ca Tchosega ca Tchosan la.
Donc quand on dit Tchosan, on parle indirectement du Socé ou du Soso. Le Soso, on le connaît dans la boucle du Niger. Donc ces messieurs-là se parlaient dans leur langue originelle. Mais leurs enfants et petits-enfants ont parlé dans leur milieu immédiat. Il y avait les Peuls ou les Halpolaren. Il ne faut pas les confondre. Les Fulbe et les Halpolaren, c'est deux choses. Parce que le Halpolaren, c'est un Sérère qui n'est pas parti. C'est que sur le plan psychosomatique, c'est le noir, souvent court ou moyen, qui travaille la terre. Le Peul, le Fulbe, sur le plan psychosomatique, il est élancé, clair. C'est simplement le descendant des personnes que vous voyez dans les peintres rupestres du Sahara. Dans les grandes grottes où on les voit d'abord chamaliers et plus tard... parce que n'oubliez pas que dans le mot Nak, il est à Naga, qui a donné Nagé. À l'origine, ils étaient des chameliers. Ils ne sont pas juste arabisants. Naga veut dire chameau. Chamel, non, de chamel. Donc, la Nagé est venue du Naga. Et c'est pas parce qu'ils étaient là-bas plus au nord, ils sont venus avec beaucoup de mots de l'arabe tels que Ardo, Ard et Irth en anglais. Donc c'était le prince de la terre. Bon, mais je ne vais pas m'attarder. Donc ils se sont mis, les Mandingues, les petits-enfants des Mandingues, se sont mis à se parler avec les petits-enfants des Fulbe dans une langue qui est un mélange des deux. Comme aujourd'hui, le peu de Français qui ont séjourné à Saint-Louis ont laissé à Saint-Louis un Wolof matinée de français. D'ailleurs, quand nous allons revisiter, tous les mots, ou presque, ayant trait à la religion, au monothéisme, sont majoritairement arabes. Malaïka, Al-Jannah, Safara, qui vient de safran. Parce que dans les traités de magie, qui n'est pas la magie noire, on dit Yuktabu bi Za'faran. Ça doit s'écrire avec du safran. Et ce safran a donné Safara. Donc, mais il y a aussi Touma, qui est Touhuma, c'est-à-dire accusation, ou Bara Saoudi, Ba'da Zawji, après le mari, les deux mots Bara, qui est la référence Ba'da et Zawji, le mari, l'après-mari, donc le mari post-mari, Bara Saoudi, Bara Yogo, que Golbert a façonné. Donc les mots, mais il y a des mots complets comme Similaksa, comme Balakhal Mada. Balakhal Mada, c'est atteindre son apogée. Balagha, il a atteint Al-Mada, l'apogée, le point ultime. Diou Minchi Balakhal Mada, ou l'Etikaf, qui se lit l'Atikaf, Diou de l'Atikaf. Donc, ces lettres, c'est en sorte une sorte de moine. C'est une sorte de moine qui se recroqueville pour faire ses dévotions. Et Etikaf, d'ailleurs dans le Coran, on l'a carrément, Sawan fihul akiful badi. Donc c'est clair. Donc l'Atikaf, et tout ça c'est dans le livre, donc je ne vais pas vous faire le résumé du livre. Donc première évolution, Manding, Wolof. Wolof c'est Jolfo. C'est Jolfo, c'est pas Wolf, c'est Jolfo, les habitants du Jolof. Et ça va contre les thèses de Cheikh Anta Diop, qui sont des thèses fallacieuses. Tout à fait fallacieuses. Qui n'ont aucun... bon. La génétique en matière de langue, il faut s'en méfier. Cette parenté génétique, là, linguistique. Le LAF, il faut s'en méfier. Mais nous avons des Jolfo qui sont les Wolofs. Aujourd'hui, il y a un plat international qui se mange au Nigeria comme étant le plat national.
en Sierra Leone, au Libéria, au Ghana, qui s'appelle simplement Jollof Rice. Le riz des Jollof, des Jollof. Entendez, sénégalais. Et c'est maintenant les Maures qui les ont appelés, qui ont charcuté le nom pour l'appeler, après enlever le J. Pour dire le Wolf. Wolf. Et ce mot était rapproché dans l'arabe Ulf. Ceux qui sont émancipés, religieusement émancipés, dont on a conquis les cœurs. D'ailleurs, si vous allez aujourd'hui à Casablanca, l'un des plus grands quartiers s'appelle Ulfa. Donc, Wolof 1, Manding. Wolof 2, Manding plus Peul. Wolof 3, Manding plus Berbère. Parce que l'environnement du désert, ce sont les Berbères qui aussi, les Maures étaient des deux côtés du fleuve. N'oubliez pas que c'est Faidherbe qui a pris un décret pour interdire aux chameliers de passer outre fleuve, parce que, vous avez posé la question, pourquoi aucun administrateur mauritanien n'a jamais résidé, aucun administrateur colonial n'a jamais résidé en Mauritanie, parce que simplement les Maures, ils les tuaient. Donc, comme ils sont restés sur l'autre rive, ils ne voulaient pas de surprise, donc ils disent rester de l'autre côté. Mais ils ont toujours été gouvernés de Saint-Louis, jusqu'à une période récente que j'ai personnellement vécue. Il y avait Saint-Louis de Mauritanie, il y a encore sur les vieux bâtiments, gouvernement de Mauritanie. Cette partie est géographiquement mauritanienne. Senghor a fait un arrangement avec Ouldada pour lui donner Kayedi qui est sénégalaise, parce que Kayedi est situé au même niveau que Matam. Et on a donné, on a pris l'autre partie de Saint-Louis, c'est-à-dire Saint-Thieba, Lordo, Gafembach, en contrepartie. Bon. Donc, le Wolof 3, c'est plus berbère, plus d'abord Peul et plus berbère. Et puis, va venir la quatrième phase, le Wolof 4. C'est l'arrivée des Beni Hilal qui sont arrivés divisés en deux le monde berbère. Et ces Beni Hilal ont amené l'arabe. Et c'est comme ça que l'arabe a donné les mots arabes dont je vous ai parlé, mais beaucoup d'autres qui sont dans le livre. Et donc le monde arabe a également divisé, en passant au centre, les Berbères du nord, ceux de l'Atlas, et les Berbères du sud, que sont les Touaregs et Mauritaniens avant la Hassania. Hassania est un dialecte arabo-berbère, qu'il est matiné de beaucoup de mots qui sont berbères, et même Wolof. C'est normal qu'on prenne de chez son voisin. Ce n'est pas une spécificité Wolof. Toutes les langues, l'arabe, l'anglais, le français, on prend toujours de chez le voisin ou chez le conquérant. Okay. Donc, nous sommes à l'étape 4. Et puis maintenant viennent les conquêtes européennes. Donc on va avoir la phase 5 avec les Hollandais, parce que c'est les plus anciens, qui nous a donné des mots connus comme Kaudir, comme Soudier, comme Goudred pour Gorée, comme Kopar. Souvenez-vous de Copernic. Kopar. Oui, c'est hollandais. Et maintenant, l'anglais. Donc nous avons 5 anglicismes superposés dans le Wolof. Il y a l'ancien anglicisme du temps d'il y a 2 siècles, qui a donné par exemple Amsit. Il y a le mot sit. Il y a les Bassang là, ils ont Amsit. Amsit, tout site, pour s'asseoir. Il y a Balakos, Blocos. Vous savez, Saint lui-même avait un nom anglais, Saint Mary. Parce que les Anglais l'ont conquis 3 fois. Et à chaque fois, ils étaient boutés par les Français. Parce qu'il n'y avait pas de route. Et les fleuves constituaient des autoroutes. Et qui contrôlaient l'embouchure, contrôlaient l'entrée à l'intérieur du pays. Et c'est pourquoi il y avait un acharnement. Regardez la Gambie. Les Français ont essayé d'échanger la Gambie contre Pondichéry en Inde, contre
le Ghana contre le Gabon, mais les Français ont dit, les Anglais ont dit non. Ils ont gardé, et la Gambie, pourquoi elle n'a que 7 miles de chaque côté? Parce que c'était la portée du canon. Donc ils voulaient être à l'abri d'un canon, voilà. Et pour pouvoir naviguer tout en étant à l'abri des canons. C'est pourquoi le land, l'intérêt du pays ne les a pas intéressés. Donc tout ça, c'est dans le... Pour montrer les anglicismes sont arrivés. Dans la première phase, on a des choses comme pièces, pour les pièces de lin. On a room. On a mais beaucoup de mots, comme yendu, de week-end, comme takeaway, de takeaway, comme mingiwei, de way, comme wait, parce que les esclaves étaient dans une zone d'attente pour que les bateaux les embarquent. Ils sont dans une waiting area. Ce wait là, nous disons wait. Voilà. On a rash, nous disons rich. Parce qu'ils étaient pris en esclaves, il arrivait qu'un navire se cassait et que des gens arrivent sur un flanc, sur une partie du navire, et nous de rich. Rash, vous savez, les bagages perdus là, on met rash, R-U-S-H. Mais il y a beaucoup d'autres mots, et puis il y a d'autres anglicismes plus récents, notamment lors de l'occupation de Dakar par les Français. À un moment donné de la guerre, il y avait les Américains, les troupes américaines qui étaient basées à Dakar. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, ils ont amené ce qu'on appelle un langage voyou, qui a beaucoup de man, young man. Young man, mais arrête, c'est seulement young man, un jeune homme. Young man, rich man, kachman, boudou man, tous les man là. Mais il y a d'autres mots. Certains d'ailleurs, il y a des problèmes avec la morale. Comme par exemple, mais vous savez, on peut le dire ici, parce que c'est de niveau académique. Par exemple, comme les filles de joie étaient payées à l'heure. Donc il y a le mot time qui est arrivé. Il y a le pick-up il y a plus tard, dans l'anglicisme américain, il y a le mot jail, tau, pour thousand, one tau, one tau là. Et il y a l'anglais qui nous est venu de Gambie, l'anglais britannique, comme FITA, pour mécanicien. Il y a beaucoup d'autres mots anglais qui sont dans le livre. Donc vous avez, chacune des langues a ajouté Olof 1, Olof 2, Olof 3, Olof 4, Olof 5, Olof 6, Olof 7, Olof 8. Et maintenant, il y a de plus en plus de mots américains, mais ça, on a eu un peu de japonais, avec les exportations japonaises, telles que Sony, Sanyo, bon, on a eu Pajero qui vient de l'espagnol, mais on a des mots espagnols anciens. L'espagnol également est là, le portugais aussi est là. Le portugais a donné des mots comme quemado, comme razu, rajasu. Bol rajasu, c'était le plat ara, quoi, razu. Bourrico, qui a donné barigo gerte, parce qu'on mettait sur le bourrico, mbamou gerte, c'est les deux sacs qui balancent. Voilà, donc le portugais n'est pas en reste, l'espagnol aussi est là, on a Djek. Djek, c'est de la Diega, et son masculin c'est El Diego, et c'est simplement Cheikha et Cheikh. C'est Cheikh, en arabe le patriarche, ou la patriarche, qui a donné la Diega et El Diego. Même la marche, c'est la marche du patriarche, de Faye Diego à Diego. Ça, c'est l'Espagne. On a aussi même Garab. On le donne à l'arbre. Mais maintenant, en Espagne, on dit Garab aussi. Mais c'est la différence de hierba. Ça vient de herbe. Herba. Donc, il y a beaucoup de mots comme ça.
on a les tiendas, tiendas qui sont les marchés hebdomadaires jusqu'à présent en Espagne et qui étaient organisés sur les plages parce que les navires arrivaient, se garaient et il y avait un marché. On disait tel jour, ils vendaient. Et il y avait un tiendela qui était le chef du marché, qui était un roi. Et on faisait une grande case. Cette case-là, c'était le palau, qui est l'équivalent du palais en français, ou de palace en anglais. Et le palau a donné Pal. Palga, puis la ville de Pal était sur la plage avant. Mais Palgi, là où il y avait quelqu'un, donc Pal, Fal, et le mot Fal est certainement venu de ce mot-là. Le patronyme Fal. Donc, ça c'est. Donc, on a l'influence de l'espagnol, on a le hollandais. C'est tout ça qui fait la langue wolof. Mais il fallait restituer tout ça, parce que dans 2 ou 3 générations, on ne saura pas quoi vient d'où. Et pour éviter cette confusion, on a essayé de faire cette photographie sous forme de ce livre qui nous donne les origines. Maintenant, vous avez des langues plus influentes que d'autres, mais aussi vous avez les langues africaines. Dans le Wolof, vous avez Koto, qui est Koro, qui est le plus âgé, le grand, comme dans Yamousou Koro ou Yamousou Koto. Au Saloum, on dit facilement qui c'est mon Koto là. C'est mon Koto, c'est mon grand frère. On a beaucoup de mots, donc manding comme Faranfatché. On a des mots soninké, comme Yakhari, ça vient de Yakhare, qui est la femme en soninké. Yugo et Yakhare, Yugo c'est l'homme, Yakhare c'est la femme. Djunné aussi. Et je parlais tout à l'heure du berbère. Tous les mots qui commencent par te sont berbères parce que c'est le féminin. En arabe, le T se trouve à la fin. En berbère, c'est au début. Comme dans Témer, Tousbar, Takosan, Timis, Tilimay et autres. Voilà. Même le mot Ghana, il y a son féminin, Taganat, qui signifie tamarinier. Et vous savez que plus proche de nous, la ville de Dagana, les fondateurs sont les Bachili, qui sont venus de la zone de Kombi-Salé, et qui ont aussi le Dagana. C'est à côté. Dagana, c'est Dagana, c'est là et le Ghana. Da comme Hada. Comme Hada, oui. Da, oui, en Herbert, c'est Hada. Ouais, ça, c'est le Ghana. Da, Ghana. Donc, et il n'y a pas que ça. Vous avez tous les Tagant. Tagant, c'est la féminisation de Ghana. Vous avez le Tagant, des Tagant au Maroc, des Tagant en Mauritanie, tout ça, des Aganat, ainsi de suite. Voilà, donc l'apport religieux, il est là. Il y a l'apport du judaïsme, parce que savez-vous que la synagogue de Djerba en Tunisie, c'est une synagogue qui a 3000 ans, et donc qui a précédé le prophète Mohammed, et Jésus lui-même n'était pas là, alors que cette synagogue était là. Et cette synagogue était un centre d'exportation des produits par les premières caravanes. Les premières caravanes n'étaient pas musulmanes mais juives, et ils sont venus avec leur langue. Et ça, on le trouve aujourd'hui dans la langue wolof, dans les substrats. On trouve des mots comme... il y en a beaucoup, hein? Oh, il y en a beaucoup, il y en a énormément. Parce que d'abord, les juifs, donc, ce sont des monothéistes qui ne se marient pas avec les autres qui ne sont pas circoncis. Et vous allez trouver qu'il y a un mot une racine qui va vous donner plusieurs choses. Par exemple, le patrimoine Djong, vous donne Djong pour circoncis, vous dites Djang pour palmodier, vous dites Django pour les ablutions ou le lavage partiel, vous dites Django pour
le lieu de prière ou le temple, tout ça dans une seule racine. Djang, Djong, ainsi de suite. Et son inverse, Djeng, descendre du chemin, qui a d'ailleurs le patrimoine Djeng. Djeng. Mani Djeng, quoi. Donc c'est très long. Donc il y a une part aussi chrétienne qui est là avant l'heure. Parce que Jean, on dit soit sang, et ça a donné Sango, Jean-Baptiste. Jean le baptiseur qui baptise les gens par la purification, par l'eau. Qui sama sang la. Qui moi sama légui à l'islam on l'applique, on dit qui moi sang bi anam. Mais en réalité sang bi on dit seulement Jean, mais sans qu'on le sache. Ou Cruz. Cruz, la croix c'est Cruz, ça se dit Cruz en espagnol. Parce que les missionnaires espagnols, ils avaient leur leur petit chapelet avec une croix au bout, qui c'était le Cruz. Et maintenant, voilà, Cruz gagne, comme ça, Cruz la yakar. Vous voyez, quelquefois c'est rigolo, mais c'est ça la langue. Hein. Donc autant dire que l'apport religieux, il est riche. On l'a chez les Fulbé, parce que les Fulbé ont été judaïsés très longtemps. Vous savez que le fleuve Niger s'appelle le Bani, diminution de Bani Israël. Il y a plusieurs Bani au Sénégal, ici, au Saloum, vers Tambacounda. Il y a des noms Ba, on pense que c'est Abba. Abba qui dit père, il y a Abba Eben, il y a plusieurs Abba. Nous avons Diallo aussi, a la même signification. Diallo, ça dit traverser. Vous savez, hébreu, ça signifie la même chose. Les Hébreux sont les gens du voyage, ceux qui traversent les fleuves. Chez les Grecs, on les appelait les migrantes, les migrants. Donc Diallo est la signification de hébreu. Vous avez aussi Pen, qui vient de Ben simplement, comme Ben. Vous avez le Yela, parce que le Dieu en hébreu ça s'appelle Il. Ilia comme Il. Jabraïl, Mikaïl, Israël, Ismaïl, Il c'est Dieu, Il, et il y a ce qui appartient à Dieu, et donc Yela, et puis vous avez les Sambayela, des Keramodouyela, c'est une influence de ce côté-là. Il y a toute la, même la danse du Yela, vous la comparez à la danse de l'année prochaine à Jérusalem, avec le cercle, c'est la même chose. Et puis vous avez même des superstitions comme que les peuples, on ne sort jamais une bête un samedi. De la fausse pensée trouver l'étoile de David dans certaines formes des grosses boucles à oreilles que portaient les femmes peules. Il y a beaucoup de choses. Donc l'apport religieux dans le patrimoine linguistique, il est évident, il est même la règle. Parce que même les chrétiens, même la colonisation se faisait au nom d'une religion, au nom de personnes qui pensaient être supérieures à cause de leur religion. N'oubliez pas que les prêtres venaient bénir et verser de l'eau bénite sur les esclaves avant qu'ils ne soient vendus. Attention.